Que feriez-vous si la seule chose que votre défunt frère vous avait laissée était une cabane en ruine, que tout le monde en ville disait sans valeur? Quand Caleb Ward est retourné dans la paisible vallée de Silver Creek, il n'a hérité que de cette structure délabrée sur une colline solitaire. Il a aussi hérité du souvenir d'un frère que la ville avait autrefois qualifié de fou. Mais la première nuit où il est entré, quelque chose sous le plancher lui a semblé étrange, ou peut-être inachevé. Quand Caleb a finalement commencé à creuser sous la cabane, il a découvert bien plus que de vieilles poutres et de la terre tassée. Ce qui était caché en dessous n'allait pas seulement changer sa vie pour toujours. Cela allait remettre en question tout ce que la ville croyait sur la survie dans la rude nature sauvage du Wyoming. Avant de commencer, dites-nous d'où vous nous regardez. Restez avec nous, car c'est l'histoire d'un frère oublié, un secret sous la terre et la découverte qui a changé toute une vallée. La dernière chaleur de l'été s'estompait lorsque Caleb Ward est revenu à Silver Creek. La poussière flottait paresseusement sur la route étroite menant à la ville. Elle était soulevée par un vent sec du Wyoming qui faisait vibrer les vieux poteaux de clôture le long de la vallée. Les montagnes au-delà des collines prenaient déjà une teinte de bleu plus profonde, un signe discret que l'automne approchait. Caleb guidait son cheval fatigué sur la route à un rythme tranquille. Son manteau était strié de la poussière du voyage, son chapeau abaissé pour le protéger de l'éclat du soleil de l'après-midi. Il n'avait pas vu Silver Creek depuis près de 8 ans. La ville lui semblait plus petite que dans ses souvenirs. Quelques nouveaux bâtiments étaient apparus le long de la rue principale. Mais l'endroit avait toujours ce même caractère rude et têtu avec lequel il avait grandi. Les devantures en bois penchaient légèrement sous le vent. Une enseigne délavée grinçait au-dessus du magasin général. Quelque part, un marteau frappait le fer dans la forge du forgeron. Caleb ne ralentit pas pour observer. Son visage était plus sombre que celui de la plupart des hommes de la ville, burinés par des années de travail dans des ranchs du Montana et des plaines du Dakota. Ses vêtements étaient usés, mais bien entretenus, le genre de vêtements qui proviennent de longues journées au soleil et de nuits encore plus longues à dormir près des feux de camp. C'était un homme habitué aux grands espaces et au silence. Pourtant, même après toutes ces années d'absence, quelque chose pesait sur sa poitrine en revenant à Silver Creek. Il n'était pas revenu parce que son foyer lui manquait. Il était revenu parce que Daniel Ward était mort. La lettre lui était parvenue des semaines plus tôt, alors qu'il travaillait à la conduite d'un troupeau dans l'ouest du Wyoming. Un court message écrit d'une écriture soignée par le shérif de Silver Creek. Votre frère Daniel Ward est décédé dans un accident dans la forêt il y a 3 mois. Vous êtes désigné comme son plus proche parent. Sa propriété reste non réclamée. Caleb avait lu la lettre 3 fois cette nuit-là. Daniel avait 5 ans de plus que lui. Silencieux, réfléchi, le genre d'homme qui préférait les livres et les outils aux saloons bondés. Les deux frères ne s'étaient jamais beaucoup disputés, mais la distance s'était lentement installée entre eux au fil des ans. Caleb avait quitté Silver Creek en quête de travail et de grands espaces. Daniel, lui, était resté, vivant seul sur une petite parcelle de terre rocheuse en dehors de la ville. Il s'était écrit de moins en moins. Maintenant, il n'y aurait plus de lettres. Caleb chassa cette pensée en traversant le centre de la ville. Quelques personnes levèrent les yeux depuis le trottoir en bois en le voyant passer. Certains le reconnurent, bien que cela leur prit un moment. Caleb Ward, murmura un homme depuis le porche du magasin général. Caleb hocha la tête une fois, mais ne s'arrêta pas. Il laissa la ville derrière lui peu après, dirigeant son cheval vers la lisière ouest de la vallée. Là, le terrain s'élevait doucement vers une ligne de basses collines parsemées de pins. La propriété de Daniel se trouvait quelque part par là, assez loin de la ville pour que peu de gens prennent la peine de s'y rendre. Le vent se renforça à mesure que Caleb s'éloignait de Silver Creek. Au moment où il atteignit la petite crête surplombant le terrain, le soleil commençait à descendre plus bas dans le ciel. Il arrêta son cheval, et en dessous de lui se tenait la cabane. Elle semblait pire que ce à quoi il s'attendait. La structure penchait légèrement d'un côté, comme si le vent l'avait poussée pendant des années et avait presque gagné. Le toit s'affaissait au milieu, là où plusieurs planches s'étaient déformées et fendues. Un coin du porche s'était effondré, laissant la balustrade pendre de travers. Les murs en bois étaient gris et secs, usés par des années d'intempéries. Des interstices se voyaient entre les planches, là où le bois avait rétréci et s'était tordu. C'était le genre de cabane que la plupart des hommes auraient abandonné depuis longtemps. Caleb descendit lentement,
et mit pied à terre près de l'entrée. La porte pendait à moitié ouverte sur une charnière lâche. Une planche grinça sous sa botte lorsqu'il monta sur ce qui restait du porche. Mais ce n'est pas la cabane elle-même qui attira son attention. C'était le sol tout autour. Des parcelles de terre avaient clairement été retournées à différents moments. À certains endroits, il y avait de vieux monticules de terre durcis par le soleil et la pluie. Une pelle rouillée était appuyée contre le mur latéral de la cabane. À proximité, une pioche était à moitié enfouie dans l'herbe sèche. Il y avait des signes de creusement partout. Caleb s'accroupit et passa une main sur l'un des vieux tasses de terrain. Daniel avait travaillé ici pendant des années, assez longtemps pour laisser des marques que le temps n'avait que partiellement effacées. Caleb se redressa et regarda de nouveau la cabane tordue. Maintenant, elle lui semblait différente, moins comme une cabane abandonnée et plus comme la surface de quelque chose d'inachevé. Il entra. La poussière flottait dans d'étroits faisceaux de lumière solaire qui brillaient à travers les fentes des murs. La cabane sentait le bois sec, la pierre froide et la vieille huile des lanternes. Elle était petite, juste une pièce principale avec une table brute, un lit de camp étroit et un petit poêle en fonte dans un coin. Tout à l'intérieur semblait usé mais organisé. Daniel avait vécu simplement, mais pas négligemment. Caleb passa quelques minutes à marcher lentement dans la pièce, touchant le bord de la table, passant un doigt sur le dessus du poêle. Il n'y avait aucun signe de panique ou d'abandon soudain. Quoi qu'il soit arrivé à Daniel dans la forêt, cela ne s'était pas produit ici. Plus tard dans l'après-midi, Caleb retourna à Silver Creek pour poser des questions. La ville n'avait pas beaucoup changé, mais les gens remarquaient toujours quand quelqu'un du passé revenait. Au moment où Caleb entra dans ce saloon, quelques têtes s'étaient déjà tournées. « Je pensais que tu avais disparu pour de bon », dit quelqu'un depuis le bar. Caleb ignora le commentaire et commanda un verre. Il posa des questions sur Daniel. Les réponses vinrent rapidement, bien qu'aucune ne fût très utile. Ton frère était un solitaire. Il venait rarement en ville. Il passait le plus clair de son temps à creuser autour de sa propriété. Un homme rit. Il achetait toujours de la corde, de l'huile de lanterne, des outils, surtout des pelles. Il disait qu'il travaillait sur quelque chose. Quel genre de quelque chose? Demanda Caleb. L'homme haussa les épaules. Il ne l'a pas dit. Les gens pensaient qu'il avait perdu la tête à vivre seul aussi longtemps. Une autre voix depuis le coin de la pièce ajouta « Il est mort dans la forêt. Il est tombé d'une crête en vérifiant des pièges. On dit que le shérif l'a trouvé le lendemain. » La conversation dériva ensuite, mais Caleb en avait assez entendu. Pour la ville, Daniel Ward n'avait été rien de plus qu'un homme excentrique qui avait passé ses dernières années à creuser des trous dans ce sol. Caleb finit son verre et sortit. C'est alors que Hank Mercer l'approcha. Hank Mercer était l'un des hommes les plus reconnaissables de Silver Creek. Épaules larges, torse puissant, avec une barbe striée de gris et des mains durcies par des décennies de travail du bois. Il possédait la plus grande exploitation forestière de la vallée et avait construit la moitié des cabanes de la ville. Il fit un signe de tête à Caleb. « Ça fait longtemps, Ward. » Caleb lui rendit son signe de tête. « Hank. » Mercer s'appuya contre la barre d'attache et l'étudia un instant. « Tu es allé voir la propriété de ton frère. »« J'en viens juste. » Mercer laissa échapper un lent soupir. « Alors je vais t'épargner des ennuis. La meilleure chose à faire est de vendre cette terre et de passer à autre chose. » Caleb ne répondit pas. Mercer continua. « Cette cabane ne survivra pas à un hiver du Wyoming. Même pas proche. Le toit est trop faible. Les murs sont pleins de fentes. La première grosse neige fera tout s'effondrer. » Il marqua une pause et ajouta sans détour. « Ton frère a perdu beaucoup d'années là-bas à courir après quelque chose qui n'existait pas. » La mâchoire de Caleb se crispa légèrement. « Peut-être, dit-il doucement. Ou peut-être qu'il a vu quelque chose que tout le monde a manqué. » Mercer secoua la tête. « Je construis des maisons pour vivre, fiston. Je sais ce qui tient et ce qui ne tient pas. Cet endroit est une cause perdue. » Caleb ne discuta pas davantage. Il se contenta de toucher son chapeau et de s'éloigner. Le lendemain matin, il retourna à la cabane avec une décision claire. Il resterait un moment. Pas pour toujours, juste assez longtemps pour réparer les pires parties de la structure et décider quoi faire de la terre. Il commença par les bases. La porte d'entrée devait être resserrée. Plusieurs planches lâches le long du mur devaient être reclouées.
Il enleva des tas de poussière et de vieilles toiles d'araignée qui s'étaient accumulées dans les coins. En travaillant, Caleb commença à remarquer de petits détails que Daniel avait laissés derrière lui. Certains outils étaient disposés de manière trop soignée pour être aléatoires. Certaines sections du mur avaient été renforcées avec du bois plus récent. Quelques planches du sol semblaient plus neuves que les autres. Daniel n'avait réparé que des parties très spécifiques de la cabane, pas celles que la plupart des hommes auraient réparées en premier. C'était comme s'il avait protégé quelque chose sous la surface. Tard dans l'après-midi, en déplaçant une caisse sur le sol, Caleb entendit quelque chose d'étrange. La planche sous sa botte produisit un son creux. Il s'arrêta. La plupart des cabanes construites directement sur la terre avaient un bruit sourd et solide quand on marchait sur le plancher. Ce son était différent. Caleb marcha de nouveau. L'écho creux revint. Il s'accroupit et frappa le sol avec ses jointures. Le son se répéta. Il se déplaça de quelques pieds sur le côté et frappa de nouveau. Solide. Puis il revint au premier endroit. Creux. Caleb alla chercher un pied de biche dans sa sacoche de sel et glissa le bord métallique entre deux planches. Les clous grincèrent tandis que le bois se soulevait lentement. Alors que la planche se détachait, un courant d'air frais monta de l'obscurité en dessous, et avec lui vint la faible odeur de la terre. Caleb retira une autre planche, puis une autre. Bientôt, une ouverture sombre apparut sous le plancher. Il attrapa la lanterne sur la table, l'alluma et la descendit dans l'ouverture. Ce que la lanterne révéla le figea sur place. Sous le plancher de la cabane, il n'y avait pas un trou peu profond. C'était un espace structuré. Des poutres en bois soutenaient le plafond à des intervalles réguliers. Les murs de terre étaient coupés nettement et renforcés avec du bois. Et au lieu de descendre tout droit comme un puits, l'espace s'ouvrait sur un tunnel horizontal menant plus profondément dans la terre. Caleb le fixa pendant plusieurs longues secondes. Daniel n'avait pas creusé au hasard. Il avait construit quelque chose. Ce soir-là, Caleb retourna de nouveau en ville, emportant la lanterne et les questions qui l'accompagnaient. Il trouva le vieux Tom Bennett assis devant la forge. Tom était l'un des plus anciens hommes de Silver Creek, un chasseur qui vivait dans la vallée depuis plus longtemps que la plupart des gens ne pouvaient s'en souvenir. Quand Caleb décrivit ce qu'il avait trouvé sous la cabane, le vieil homme ne rit pas. Au lieu de cela, il se frotta lentement le menton. « Ton frère m'a dit quelque chose une fois, » murmura Tom. Caleb attendit. Tom regarda vers les collines au-delà de la ville. Il m'a dit que le sol garde sa chaleur mieux que n'importe quel poêle ne pourrait jamais le faire. Caleb fronça légèrement les sourcils. Tom hocha la tête. À l'époque, je pensais qu'il disait juste des choses étranges. Le vieux chasseur regarda de nouveau Caleb. Mais peut-être que ton frère savait quelque chose que le reste d'entre nous ignorait. Le frère de Caleb ne lui avait-il vraiment laissé rien de plus qu'une vieille cabane délabrée? Ou y avait-il quelque chose de caché en dessous que personne d'autre ne pouvait voir? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner avant que nous abordions la partie la plus puissante de l'histoire. Caleb dormit à peine cette nuit-là. La découverte sous le plancher de la cabane tournait en boucle dans son esprit longtemps après que la lanterne se fût consumée. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait les poutres en bois, les tunnels sombres s'étendant dans la terre, et la structure soignée qui ne pouvait pas être l'œuvre d'un fou. Au moment où la première lueur pâle du matin se glissa à travers les fentes du mur de la cabane, Caleb était déjà réveillé. Il sortit dans l'air frais de l'aube, respirant lentement, tandis que le vent se déplaçait à travers les pins épars derrière la cabane. La vallée était calme. Silver Creek se trouvait à des kilomètres, au-delà des basses collines, encore enveloppées dans le silence du petit matin. Mais les pensées de Caleb étaient loin d'être calmes. Il y avait quelque chose sous cette cabane. Quelque chose que son frère avait construit pendant des mois ou des années, caché sous le plancher où personne ne pouvait le voir. Et Caleb avait besoin de savoir ce que c'était. Il passa l'heure suivante à élargir l'ouverture dans le plancher. À l'aide d'un pied de biche et d'un marteau, il retira soigneusement plusieurs autres planches, les empilant proprement contre le mur pour pouvoir les remettre plus tard si nécessaire. L'ouverture devint assez grande pour qu'un homme puisse y descendre. Avant de descendre, Caleb se prépara avec soin. Des années de travail dans les ranchs lui avaient appris que la curiosité seule pouvait tuer un homme s'il n'était pas prudent. Il rassembla ce dont il pourrait avoir besoin. Une corde enroulée, sa lanterne, une pelle, un petit poignard qu'il avait accompagné pendant des années,
et un vieux revolver qui tirait encore juste. Il attacha solidement la corde à l'une des poutres de soutien principales de la cabane et descendit la lanterne dans l'obscurité en dessous. La lumière se balançait doucement, projetant de longues ombres le long des supports en bois. Puis Caleb descendit. Au moment où ses bottes touchèrent le sol sous la cabane, il sentit la différence. L'air était plus frais qu'en haut, mais pas froid. Il portait l'odeur sèche de la terre tassée, de la pierre et du vieux bois. Plus que tout, il y avait une immobilité. Les bruits du monde extérieur, le vent, les oiseaux lointains, les planches qui craquent, disparaissaient presque complètement. C'était comme entrer dans un autre monde. Caleb leva la lanterne plus haut et entra lentement dans le tunnel. Le passage était assez étroit pour qu'ils doivent se pencher légèrement en marchant. Des poutres de soutien en bois se dressaient à intervalles réguliers, maintenant le plafond en place. Chacune avait été coupée avec soin et fermement calée contre la terre environnante. Il s'arrêta près de la première poutre et la testa avec sa main. Solide. Les traverses étaient bien ajustées. Les poteaux verticaux étaient espacés uniformément, exactement comme un mineur professionnel renforcerait un tunnel. Ce n'était pas le creusement désespéré d'un homme perdant la raison. Daniel avait planifié cela. Caleb s'enfonça plus profondément dans le tunnel, examinant les murs. La terre avait été compactée et lissée, et par endroits, elle avait été renforcée avec des pierres plates enfoncées en place. Celui qui avait construit cela savait ce qu'il faisait. Cette prise de conscience rendit Caleb mal à l'aise, car si Daniel avait passé tant de temps à construire quelque chose d'aussi délibéré, alors le tunnel n'était que le début. Le passage continuait sur peut-être 20 pieds avant de s'élargir soudainement. Caleb avança et s'arrêta. La lumière de la lanterne se répandit sur un espace beaucoup plus grand. Devant lui se trouvait une chambre creusée directement dans la terre et la roche sous la cabane. Elle était bien plus grande qu'il ne s'y attendait. Le sol avait été aplani et tassé. Le plafond se courbait légèrement vers le haut, en une arche peu profonde, une forme destinée à répartir le poids de la terre au-dessus. Les coins n'étaient pas déchiquetés ou effondrés, mais façonnés délibérément. Daniel n'avait pas seulement creusé un trou, il avait sculpté une pièce. Caleb entra lentement dans la chambre, faisant tourner la lanterne en un large cercle. Les murs étaient renforcés à la fois de bois et de pierres empilées. Des roches plates avaient été disposées comme une maçonnerie brute, à plusieurs endroits, ajoutant de la force là où la texture du sol changeait. L'espace entier semblait étonnamment stable. Ce n'était pas un abri temporaire. C'était la fondation de quelque chose destiné à durer. Les bottes de Caleb laissaient de faibles empreintes dans le sol sec alors qu'il traversait la pièce. Une table en bois brut se tenait près d'un mur. Elle avait été construite à partir de vieilles planches, mais les joints étaient serrés et les pieds robustes. À proximité se trouvaient plusieurs caisses en bois empilées proprement contre le mur. Sur une petite étagère enfoncée dans la pierre reposaient quelques outils en métal et une lanterne presque identique à celle que Caleb tenait. Et près du centre de la chambre se trouvait l'objet le plus frappant de tous. Un petit poêle en fonte. Le poêle était vieux mais pas cassé. Une fine couche de cendre reposait à l'intérieur du foyer et de faibles taches noires marquaient le sol autour. Daniel avait utilisé cet endroit. Caleb s'accroupit à côté du poêle et passa un doigt dans la cendre. Elle s'effrita facilement. Pas récente, mais pas ancienne non plus. Il se leva et se retourna lentement, laissant la réalité s'installer. Son frère n'avait pas simplement creusé sous la cabane. Il avait construit un endroit pour vivre. Caleb se dirigea vers les caisses en bois. La première contenait des fournitures simples, des bols en métal, une corde enroulée, des clous et un marteau. La deuxième caisse contenait des couvertures pliées, plusieurs vêtements usés et quelques effets personnels que Daniel devait avoir descendus ici. Rien dans l'agencement n'était aléatoire. Tout avait été placé avec soin, comme si Daniel s'attendait à passer de longues heures, ou peut-être des jours entiers, à l'intérieur de cette pièce souterraine. Caleb s'appuya contre le mur, essayant d'imaginer son frère travaillant ici seul. Nuit après nuit, année après année, la ville s'était moquée de lui, l'avait traité d'étrange, d'obsédé. Pourtant, ce que Caleb voyait autour de lui ne ressemblait pas à de la folie. Cela ressemblait à de la préparation. Il retourna à la table et remarqua quelque chose qu'il avait manqué auparavant. Un petit tiroir caché sous la surface. Caleb l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un carnet relié en cuir.
Les bords des pages avaient légèrement jauni avec l'âge, mais la couverture était restée intacte. Caleb le ramassa lentement. Pendant un instant, il le tint simplement, sentant son poids dans ses mains. Puis il ouvrit la première page. L'écriture était celle de Daniel. Courte, précise, soignée. Les premières pages étaient remplies de mesures et de chiffres. Longueur du tunnel, profondeur sous le plancher de la cabane, nombre de poutres de soutien utilisées, notes sur la densité du sol et les couches de pierre. Caleb feuilleta les pages avec soin. Plus il lisait, plus il devenait clair que ce carnet n'était pas le journal décousu d'un homme seul. C'était le registre d'un projet. Plusieurs pages contenaient des schémas détaillés dessinés à la main. Un croquis montrait une vue de côté de la cabane au-dessus et du tunnel en dessous. Un autre illustrait la chambre souterraine. Il y avait des flèches marquant les directions et des notes sur les régimes de vent dans la vallée pendant les différentes saisons. Caleb s'arrêta à une page où Daniel avait écrit en lettres plus grandes que d'habitude. Les températures de surface changent violemment. Les températures souterraines restent stables toute l'année. Caleb lut la ligne 2 fois. Il se souvint des paroles du vieux Tom Bennett de la veille au soir. Le sol garde sa chaleur mieux que n'importe quel poêle. Le carnet continuait avec d'autres observations. Daniel avait écrit sur la façon dont les cabanes en bois en surface luttaient constamment contre les éléments. La chaleur de l'été s'infiltrait à travers les murs. Le froid de l'hiver envahissait par chaque fissure, mais profondément sous terre, la terre se comportait différemment. Selon les notes de Daniel, la température en dessous d'une certaine profondeur changeait très peu tout au long de l'année. Le sol et la pierre agissaient comme un énorme bouclier naturel, protégeant ce qui se trouvait en dessous des changements brusques de temps. Si une personne pouvait contrôler le flux d'air et l'humidité, Daniel croyait qu'une maison souterraine pouvait rester confortable même pendant le pire hiver du Wyoming. Caleb s'assit lourdement à la table. Il fixa la page en silence. La ville avait cru que Daniel creusait des trous par folie, mais Daniel avait étudié la terre elle-même. Un passage du carnet était écrit sur un ton plus personnel. Les gens construisent des maisons pour combattre la terre, avait écrit Daniel. Mais la terre a déjà construit les murs les plus solides imaginables. Peut-être avons-nous seulement besoin d'apprendre où nous tenir. Caleb ferma lentement le carnet. Pour la première fois depuis son arrivée à Silver Creek, il sentit quelque chose changer en lui. Il était venu ici avec l'intention de réparer la cabane, de vendre la terre et de partir. Maintenant, il réalisait que la cabane n'avait jamais été destinée à être la vraie maison. C'était juste la porte d'entrée. Il resta longtemps dans la chambre souterraine après cela, à réfléchir. Quand Caleb se leva enfin, sa décision était déjà prise. Il n'abandonnerait pas cet endroit. Il finirait ce que Daniel avait commencé. Au cours des jours suivants, Caleb travailla presque entièrement sous terre. Pendant la journée, il pelletait de la terre et dégageait les débris. La nuit, il s'asseyait à côté de la lanterne, lisant le carnet de Daniel, étudiant les schémas et les comparant aux tunnels déjà creusés dans la terre. À l'extrémité de la chambre, un passage ne continuait que sur une courte distance avant de s'arrêter brusquement. Selon le carnet, Daniel avait l'intention de le prolonger. Caleb attrapa sa pelle et commença à creuser. Le sol dans cette section était plus dur et mélangé à du gravier. Les progrès étaient lents, et tous les quelques pieds, il s'arrêtait pour installer de nouveaux supports en bois, tout comme Daniel l'avait fait. Malgré le travail épuisant, Caleb se sentit étrangement absorbé par la tâche. Chaque nouvelle poutre qu'il plaçait, chaque pelletée de terre enlevée, lui donnait l'impression de marcher dans les pas de son frère. Daniel avait commencé le chemin, Caleb ne faisait que le continuer. Après plusieurs jours de creusement, quelque chose changea. Le sol devant lui semblait plus léger et l'air se modifia. C'était subtil au début, juste une légère fraîcheur caressant le visage de Caleb. Il s'arrêta, écoutant. Il y avait un léger mouvement dans l'air, presque comme un souffle. Caleb balança de nouveau la pelle. La lame de métal frappa le vide. Une poche de terre meuble s'effondra, révélant un autre tunnel au-delà. Caleb s'agenouilla et élargit soigneusement l'ouverture. Le second passage était plus étroit que la chambre principale et montait en pente douce. Il leva la lanterne et le suivit. Le tunnel montait régulièrement jusqu'à atteindre un puits vertical bordé de pierres, un puits étroit. Caleb grimpa prudemment vers le haut. Quand il émergea au sommet, il se retrouva debout sur la petite colline derrière la cabane. Le puits avait été habilement dissimulé sous des rochers et de l'herbe sèche.
De loin, cela ne ressemblait à rien de plus qu'une parcelle de terrain accidentée. Caleb resta là un long moment, regardant vers la cabane. Puis il comprit. L'entrée de la cabane se trouvait au point le plus bas du système. La chambre souterraine était au milieu et ce puits de pierre étroit s'ouvrait au point le plus haut de la colline, exactement comme les schémas de Daniel l'avaient montré. C'était un système de ventilation. L'air réchauffé à l'intérieur de la chambre souterraine monterait et s'échapperait par le puits supérieur. Ce faisant, de l'air plus frais serait naturellement aspiré vers le bas par l'entrée de la cabane. Le système ne nécessitait aucune machine, seulement la gravité et le comportement naturel de l'air chaud. Caleb redescendit par le puits et dégagea les débris restants qui bloquaient le flux d'air. Au moment où le passage s'ouvrit complètement, un léger courant d'air traversa le tunnel. C'était subtil mais indéniable. La flamme de la lanterne de Caleb vacilla légèrement. Pour la première fois, la pièce souterraine semblait vivante. Le système que Daniel avait conçu respirait enfin. Caleb s'appuya contre le mur et laissa échapper un long soupir. Son frère avait presque terminé cet endroit. Il ne restait que quelques étapes finales. À partir de ce jour, Caleb cessa de penser à la chambre comme à un tunnel caché. C'était une maison. Il agrandit un coin de la pièce pour en faire une petite zone de couchage, nivelant le sol et installant des poutres supplémentaires pour le soutien. De l'autre côté, il commença à creuser une pièce de rangement qui pourrait contenir de la nourriture pour l'hiver. Le vieux poêle en fonte fut nettoyé et réparé. L'échelle sous la cabane fut renforcée. En surface, la cabane en ruine resta exactement telle qu'elle, une coquille peu impressionnante qui dissimulait tout ce qui se trouvait en dessous. Pendant ce temps, les rumeurs se propageaient rapidement à Silver Creek. Les gens remarquèrent Caleb transportant des provisions entre la ville et la cabane. Ils le virent charger des outils et du bois dans la cabane jour après jour. Bientôt, les commérages reprirent. On dirait que Caleb a pris le même chemin que Daniel. Les hommes Ward aiment creuser leur propre tombe. Certaines personnes prirent même des paris discrets sur le temps que Caleb tiendrait avant d'abandonner l'endroit. Lorsque Caleb se rendit au magasin général un après-midi, Hank Mercer s'assura que sa voix portait dans toute la pièce. Toute la famille Ward semble aimer s'enterrer vivante. Plusieurs hommes rirent. Caleb regarda Hank un long moment mais ne dit rien. Puis il paya ses provisions et partit. Son silence parlait plus fort que n'importe quel argument. La seule personne en ville qui réagit différemment fut la fille de Hank, Sarah Mercer. Un après-midi, elle arrêta Caleb devant le magasin. « J'ai vu quelques pages du carnet de Daniel », dit-elle doucement. Caleb étudia son visage. « Et ce n'était pas de la folie », dit-elle. « Les chiffres avaient du sens, les schémas aussi. » Caleb hocha lentement la tête. La plupart des gens n'ont jamais regardé d'assez près. Sarah jeta un coup d'œil vers les collines lointaines où se trouvait la cabane. Peut-être que votre frère comprenait quelque chose que le reste d'entre nous ignorait. Ces paroles restèrent avec Caleb alors qu'il retournait à la cabane ce soir-là. Quand il redescendit dans la chambre souterraine, l'air se déplaçait doucement dans les tunnels. Le poêle était prêt, l'alcôve de couchage avait commencé à prendre forme et la petite pièce de rangement était presque terminée. Caleb se tint au centre de la chambre et regarda autour de lui. Enfin, il comprit. Daniel ne lui avait pas laissé une cabane délabrée. Il lui avait laissé le début de quelque chose d'extraordinaire. Une maison cachée sous la terre, une maison que toute la ville avait été trop prompte à rejeter. L'automne s'installa doucement sur Silver Creek. Après que le système de ventilation souterrain eut enfin commencé à fonctionner, comme Daniel l'avait conçu, Caleb entra dans la période de travail la plus intense qu'il ait connue depuis son retour dans la vallée. Les jours raccourcirent et devinrent plus vifs, et l'air portait cette promesse familière du Wyoming que l'hiver attendait quelque part juste au-delà des montagnes. Les dernières semaines d'automne passèrent rapidement. Chaque matin, la vallée semblait un peu plus froide. Le givre apparaissait le long des barrières de clôture à l'aube. Le vent descendant des collines devenait plus dur, emportant le murmure sec des aiguilles de pin, se frottant les unes contre les autres. L'herbe qui avait été d'un vert estival éclatant se fana en un or cassant sous le soleil bas. Caleb remarqua chaque changement. Il avait vécu assez d'hivers dans les plaines pour reconnaître les signes avant-coureurs. Le temps était compté. Tout ce que Daniel avait construit sous la cabane n'était qu'un début. Les tunnels étaient instables, le puits de ventilation fonctionnait et la chambre principale avait pris forme.
Mais si Caleb prévoyait de survivre à l'hiver du Wyoming sous terre, l'endroit devait être terminé avant l'arrivée des fortes neiges. Tandis que le reste de Silver Creek passait ses journées à empiler du bois de chauffage, à colmater les fissures des murs et à réparer les toits avant le premier blizzard, Caleb travaillait à une préparation complètement différente. Il ne se préparait pas à combattre l'hiver en surface. Il se préparait à descendre sous terre et à laisser l'hiver passer au-dessus de lui. Presque chaque heure de la journée était passée sous terre. Caleb renforça les supports en bois de la chambre principale, vérifiant chaque poutre et avec soin là où le sol tassé rencontrait les couches de pierre plus dures en dessous. Il agrandit l'alcôve de couchage juste assez pour y installer un simple cadre de lit en bois, une couverture en laine et un petit coffre où il gardait les quelques affaires qu'il possédait. De l'autre côté de la pièce, il construisit un espace de rangement exactement là où les schémas de Daniel l'avaient suggéré. Des étagères en bois furent ajustées étroitement contre le mur, mais espacées avec soin pour que l'air puisse circuler derrière elles. La réparation du poêle en fonte prit presque tout un après-midi. Caleb le démonta pièce par pièce, nettoyant les vieilles cendres et redressant une section tordue du tuyau que Daniel avait dû endommager lors du dernier hiver. Une fois nettoyé et remonté, le poêle avait l'air presque neuf. En surface, Caleb ne répara la cabane que juste assez pour servir son nouveau but. Quelques planches pourries furent remplacées. La trappe menant à la terre fut renforcée et scellée plus hermétiquement pour que la neige ne puisse pas tomber à travers. Les fentes dans les murs furent bouchées avec des chutes de tissu et des copeaux de bois. La cabane n'avait plus besoin d'être une maison. Elle était devenue autre chose, une coquille, un déguisement, une fine peau de bois cachant la vraie maison en dessous. À chaque jour de travail, Caleb se sentait plus certain de quelque chose que Daniel avait dû comprendre bien avant. La maison souterraine n'avait pas besoin d'être grande. Elle n'avait pas besoin d'être belle. Elle devait seulement obéir aux principes que Daniel avait découverts. Si la terre pouvait les protéger du vent et du froid, alors même une petite chambre souterraine pouvait être plus sûre que la plus solide cabane en bois de la vallée. Une fois les travaux de structure terminés, Caleb se tourna vers la survie. Il transporta des sacs de farine, de haricots secs, de pommes de terre, de porc salé et des barils d'eau par l'échelle jusqu'à la pièce de rangement souterraine. Chaque article fut placé avec soin le long des étagères pour que les provisions soient facilement accessibles, même dans l'obscurité. De la nourriture pour plusieurs semaines, peut-être plus. Mais la partie la plus inhabituelle de la préparation de Caleb était le bois de chauffage. Comparé aux piles imposantes qui se dressaient à côté des maisons de Silver Creek, le tas de Caleb était étonnamment petit, juste assez pour cuisiner et pour un petit feu constant. Les gens en ville le remarquèrent rapidement. Un homme du magasin général rit même lorsque Caleb n'acheta que quelques fagots. « Tu prévois de geler là-dedans, Ward? » Caleb haussa simplement les épaules. Il avait déjà lu l'explication de Daniel de nombreuses fois dans le carnet. Les maisons souterraines ne combattaient pas le froid comme les maisons en bois. La terre elle-même emmagasinait la chaleur. Le poêle n'ajouterait qu'un peu de confort supplémentaire. La majeure partie de la chaleur proviendrait des épaisses couches de sol et de pierre entourant la chambre. Caleb faisait confiance au raisonnement de Daniel. Mais faire confiance à cette théorie signifiait aussi une chose. Il mettait sa vie entre les mains de la compréhension de la terre de son frère décédé. Pendant ce temps, les habitants de Silver Creek continuaient de le regarder avec une incrédulité croissante. De leur point de vue, Caleb ne faisait que répéter l'étrange obsession de Daniel. Il le voyait transporter des provisions sous terre, renforcer la cabane en décomposition et disparaître sous terre pendant des heures. Pour eux, l'hiver du Wyoming n'était pas une chose avec laquelle on expérimentait. C'était quelque chose auquel on survivait seulement en faisant les choses de la manière éprouvée. Et Caleb Ward ne faisait pas les choses de la manière éprouvée. Les rumeurs revinrent rapidement. Ward va geler là-dedans. Ce trou de terre se transformera en tombe une fois que la neige arrivera. Au milieu de l'hiver, il reviendra en ville en rampant, implorant de l'aide. Caleb entendait la plupart de ses commentaires chaque fois qu'il se rendait en ville pour acheter des provisions. Mais contrairement au jour de son retour, les mots ne l'ébranlaient plus. Il était déjà allé trop loin dans le monde de Daniel pour faire demi-tour. Plus important encore, Caleb ne sentait plus qu'il protégeait seulement sa propre vie. Il protégeait la vérité que Daniel n'avait jamais eu la chance de prouver. Au début de décembre, les premiers vrais signes de l'hiver commencèrent à apparaître.
La neige tombait plus fréquemment sur les collines autour de Silver Creek et commençait à rester au sol au lieu de fondre l'après-midi. Le vent changea de direction, balayant la vallée avec un ton plus vif et plus colérique. Un matin, Caleb remarqua une fine couche de glace se formant sur le bord d'un seau laissé dehors pendant la nuit. L'herbe sèche craquait sous ses bottes comme de la paille cassante. La nuit tombait plus vite chaque soir, apportant une obscurité qui semblait plus lourde qu'auparavant. Pour la plupart des gens de Silver Creek, c'étaient simplement les rythmes normaux de l'hiver dans les montagnes. Mais pour Caleb, il ressemblait à un compte à rebours. Il inspecta tout à plusieurs reprises. La trappe au-dessus de l'échelle, le puits de ventilation sur la colline, le poêle en fonte réparé, les réserves de nourriture, les couvertures dans l'alcôve de couchage. Tout devait être prêt avant que la vallée ne soit ensevelie sous une épaisse couche de neige. Le contraste entre Caleb et la ville se faisait plus net chaque jour. En surface, les gens scellaient leurs maisons de plus en plus hermétiquement contre le froid. Sous terre, Caleb se préparait à entrer dans un endroit qu'il croyait que l'hiver pouvait à peine toucher. Puis janvier arriva, et avec lui, la tempête. Elle commença un matin qui semblait parfaitement ordinaire. Le ciel au-dessus de Silver Creek était d'un bleu pâle, et l'air était froid mais calme. Les éleveurs se déplaçaient lentement dans les rues, menant les chevaux à l'abreuvoir. La fumée s'élevait paresseusement des cheminées. Mais à la mi-journée, l'horizon ouest s'était assombri. Un mur de nuages gris descendit des montagnes comme une armée en formation. La température chuta rapidement. Le vent, qui n'avait été qu'une rafale occasionnelle plus tôt, se transforma en un hurlement constant. Caleb se tenait à l'extérieur de la cabane et regardait le ciel changer. Il savait ce qui arrivait. Avant que le vent ne se renforce davantage, il agit rapidement. Il attacha le cheval derrière une crête rocheuse où le vent ne pouvait pas frapper directement. Les outils furent attachés. Les planches lâches furent clouées fermement. Puis il descendit dans la chambre souterraine et scella la trappe au-dessus de lui. Quelques heures plus tard seulement, la tempête frappa Silver Creek. Elle n'arriva pas doucement. Le vent rugit à travers la vallée comme une créature vivante, s'abattant contre les murs en bois et projetant la neige meuble dans les airs. Les flocons ne tombaient pas vers le bas, mais volaient latéralement, tourbillonnant sur la terre en violents courants blancs comme du sable dans une tempête de désert. La température chuta à 40 degrés en dessous de zéro. Sortir quelques minutes et l'air pouvait geler l'humidité de votre souffle. Silver Creek disparut. Les routes disparurent. Les clôtures furent ensevelies. Les granges et les toits s'estompèrent sous un chaos blanc tourbillonnant. Ce n'était pas une tempête de neige, c'était un jugement. À l'intérieur de la ville, les faiblesses de chaque maison en bois commencèrent à se révéler. Le vent s'engouffra par les fissures des murs, parcourant le sol en courant glacé. Les fenêtres se couvrirent de givre de l'intérieur jusqu'à ce que le verre devienne blanc et opaque. Les familles les bourraient des chiffons, du papier et des couvertures dans toutes les fentes qu'elles pouvaient trouver. Mais cela ne faisait que peu de différence. Le froid était déjà entré. Il était dans l'air lui-même, dans chaque souffle. Les feux rugissaient dans les poêles et les cheminées, dévorant le bois à une vitesse terrifiante. Pourtant, leur chaleur n'atteignait que quelques pieds au-delà des flammes. En dehors de ce cercle étroit de chaleur, les pièces restaient glacialement froides. De nombreuses familles abandonnèrent des sections entières de leur maison, se rassemblant dans une seule pièce où elles pouvaient partager le peu de chaleur qui restait. La fierté et la ténacité des pionniers ne signifiaient rien face à un tel froid. Chaque homme et chaque femme de Silver Creek avaient le même objectif désespéré: maintenir le feu en vie, garder les enfants au chaud, survivre jusqu'à la fin de la tempête. Même la maison de Hank Mercer ne fut pas épargnée. L'homme qui avait construit la moitié des cabanes de la vallée regardait maintenant, impuissant, le vent s'engouffrer à travers les murs de sa propre maison. La cheminée brûlait jour et nuit. Pourtant, l'air restait vif et glacial. Sa femme et ses enfants étaient assis, enveloppés dans des couches de couverture, près du feu. Le givre rampait sur les murs intérieurs comme des veines blanches. Une tasse d'eau laissée sur la table gelait en moins d'une heure. Hank se déplaçait constamment, enfonçant du tissu dans les fissures et ajoutant plus de bois au feu. Mais la maison ne semblait plus sûre. Pour la première fois depuis des années, Hank Mercer comprit que le bois seul ne pouvait pas vaincre un hiver du Wyoming.
Au deuxième jour de la tempête, la peur se répandit dans la vallée. Les piles de bois qui avaient semblé énormes quelques jours plus tôt diminuaient dangereusement vite. Chaque sortie pour vérifier le bétail exposait les hommes à des vents qui coupèrent les vêtements comme des couteaux. Plusieurs animaux gelèrent sur place dans les granges. Le bruit de la tempête, le vent hurlant, les planches qui claquent et le bétail effrayé remplissaient de la nuit comme le bruit d'une guerre lointaine. Plus personne ne riait de Caleb Ward. Au lieu de cela, les gens commencèrent à avoir des pensées qu'ils avaient autrefois rejetées comme insensées. Si les murs étaient plus épais, si les maisons étaient mieux scellées, s'il y avait un moyen de garder la chaleur sans brûler des piles de bois sans fin. Ils ne prononçaient jamais ces pensées à voix haute. Mais la tempête les forçait à affronter quelque chose qu'ils avaient longtemps ignoré. Peut-être que leur mode de vie avait toujours été plus fragile qu'ils ne le croyaient. Et si la tempête durait beaucoup plus longtemps, certaines familles pourraient ne pas y survivre. Pourtant, loin sous la cabane délabrée au bord de la vallée, le monde était très différent. À l'intérieur de la chambre souterraine, l'air restait calme et stable. Aucun vent ne rugissait à travers les murs. Aucune neige ne s'infiltrait par les fissures. La terre épaisse entourant la chambre agissait comme un bouclier, absorbant la fureur de la tempête au-dessus. Caleb était assis confortablement près du poêle en fonte. Le feu à l'intérieur était petit, seulement une flamme modeste, mais c'était suffisant. La chaleur se propageait lentement à travers le sol en terre battue et les murs de pierre. Contrairement à la chaleur violente d'une cheminée, qui brûlait chaud près de la flamme et laissait le reste de la pièce froid, cette chaleur se déplaçait doucement et uniformément dans la chambre. Caleb n'avait pas besoin de couches de vêtements. L'air autour de lui semblait stable et calme. C'était comme si l'hiver avait simplement été effacé. Il posa une marmite de soupe sur le poêle. Bientôt, l'odeur de bouillon, de viande salée et d'herbe remplit la pièce souterraine. La lanterne à côté de la table projetait une douce lueur dorée sur les murs de pierre. Loin au-dessus, la tempête continuait de faire rage. Mais ici, le bruit était à peine perceptible. Juste un faible murmure. Caleb ouvrit de nouveau le carnet de Daniel. Cette fois, il lut les pages différemment. Avant, il les avait lues en cherchant des réponses. Maintenant, il les lisait assis à l'intérieur de la réponse elle-même. Tout ce que Daniel avait écrit était réel. La température stable, le flux d'air constant, la façon dont la terre elle-même retenait la chaleur. Daniel n'avait pas creusé dans la folie. Il avait écouté la terre. Pendant 3 jours et 3 nuits, la tempête ensevelit Silver Creek sous une neige et un vent implacable. Les gens perdirent la notion du temps à l'intérieur de leur maison glaciale, ne comptant les heures que par la fréquence à laquelle ils alimentaient le feu. Dehors, la neige s'accumula si haut que les clôtures disparurent et les toits gémirent sous le poids. La vallée ressemblait moins à un lieu de vie humaine qu'à une nature sauvage gelée avalant tout. Mais sous la terre, Caleb restait en sécurité. Et tandis que le petit feu crépitait doucement dans le poêle, il comprit quelque chose que Daniel avait su bien avant tout le monde. Cette tempête n'était pas seulement du temps qu'il faisait. C'était une preuve. Si Caleb était encore en vie lorsque la tempête prendrait fin, alors l'idée de Daniel serait prouvée vraie. Pas seulement pour un homme, mais pour toute la vallée. Parce que la terre sous leurs pieds pourrait être l'abri le plus solide qu'ils aient jamais ignoré. Quand le 4e matin arriva, Silver Creek gisait sous un silence si étrange qu'il semblait presque contre nature. Le vent était tombé, mais le froid restait vif et rigide comme du verre. Toute la vallée avait changé. La neige recouvrait tout. Là où des routes passaient autrefois entre les maisons, il n'y avait plus que des pentes blanches et lisses. Les clôtures avaient disparu sous des amoncellements de neige plus hauts qu'un homme. Les toits des granges s'affaissaient sous le poids écrasant de la neige gelée. Silver Creek ne ressemblait plus à une ville. Elle ressemblait à un labyrinthe taillé dans la glace. Une par une, et pas un homme. Et pas de grincèrent en s'ouvrant, alors que les gens sortaient prudemment pour la première fois depuis le début de la tempête. Les hommes plissaient des yeux face à la lumière blanche aveuglante réfléchie par la neige. Les femmes enroulaient des couvertures serrées autour de leurs épaules alors qu'elles se tenaient sur le pas de leur porte, essayant de reconnaître les formes familières de leur propre cour. Les dégâts devinrent rapidement évidents. Plusieurs toits s'étaient affaissés. Quelques granges s'étaient partiellement effondrées. Des bancs de neige engloutissaient des sections entières de clôture. Les gens commencèrent à creuser.
Partout dans la vallée, les pelles frappaient la neige gelée à un rythme lent et lourd. Chaque pelletée était dure et compacte, comme si l'on taillait dans la pierre. Les familles travaillaient en silence, dégageant des chemins depuis leurs portes et vérifiant leurs propriétés morceau par morceau. À l'intérieur des granges, une partie du bétail n'avait pas survécu au froid. Les piles de bois de chauffage à côté de nombreuses maisons étaient presque vides. Personne ne parlait fort de ce qu'ils avaient enduré, mais chaque visage à Silver Creek portait la même compréhension. La vallée venait de traverser la plus rude tempête depuis des années. Et tandis que les histoires commençaient à circuler entre voisins sur les fenêtres gelées, les granges qui s'effondrent et les nuits passées à alimenter le feu, heure après heure, un nom commença lentement à faire surface. Caleb Ward, l'homme vivant seul dans la cabane délabrée à l'extrême bord de la vallée. Le shérif Cole Harper entendit ce nom plus d'une fois ce matin-là. Il se tenait à côté du magasin général quand un éleveur secoua la tête et murmura « Impossible qu'il s'en soit sorti ». Un autre homme répondit doucement « Cette cabane ne pouvait pas supporter la moitié de ce vent. » Cole Harper regarda la vallée enneigée un long moment avant de parler. « Nous allons vérifier. » En moins d'une heure, un petit groupe se rassembla près de la sortie de la ville. Plusieurs éleveurs rejoignirent le shérif. Hank Mercer vint également, son lourd manteau serré autour de ses épaules. Quelques autres suivirent en silence, leurs bottes s'enfonçant déjà profondément dans la neige. Personne ne le dit à voix haute, mais la plupart d'entre eux croyaient qu'ils partaient pour récupérer un corps. Le chemin vers la cabane de Caleb avait presque disparu. Les amoncellements de neige forçaient les hommes à lever haut les jambes, chaque pas brisant des couches de glace durcies par la tempête. La progression était lente. Parfois, la route disparaissait complètement sous les congères, les laissant deviner la direction. Après près d'une heure de marche pénible à travers la vallée gelée, la cabane apparut enfin. De loin, elle ressemblait exactement à ce à quoi ils s'attendaient. La vieille structure en bois penchait légèrement d'un côté. Le toit s'affaissait sous la lourde couverture de neige. Des congères s'étaient accumulées contre la porte et les fenêtres. Pendant un long moment, personne ne parla. Hank Mercer fixa la cabane avec une expression tendue. « Eh bien, » murmura l'un des éleveurs, « on dirait que la tempête a fini ce que le temps avait commencé. » Ils s'approchèrent, mais avant d'atteindre la porte d'entrée, le shérif Harper s'arrêta brusquement de marcher. Quelque chose avait attiré son attention. « Attendez, » dit-il. Le groupe suivit son regard vers la petite colline derrière la cabane. Au sommet de la montée, quelque chose d'étrange sortait de la neige. C'était une étroite colonne de pierre. Au début, cela ne ressemblait qu'à un petit tas de roches empilées. Mais quand ils gravirent la pente et s'en approchèrent, la structure devint plus claire. Des pierres plates avaient été soigneusement ajustées pour former un étroit puits vertical. Il ne s'élevait que sur une courte distance au-dessus de la neige, à peine plus haut que la main d'un homme. « Quelqu'un sait ce que c'est ?» demanda l'un des hommes. Hank Mercer s'approcha. Il se pencha et plissa les yeux vers l'ouverture. Puis il se figea. Un mince filet de fumée s'élevait du tuyau de pierre. Ce n'était pas une fumée épaisse comme celle d'une cheminée. Juste un faible fil gris s'élevant dans l'air froid, mais c'était indubitable. La fumée signifiait le feu, et le feu signifiait que quelqu'un était en vie. Les hommes se regardèrent en silence, stupéfaits. « Impossible !» chuchota quelqu'un. À ce moment précis, un grand craquement vint de la cabane en dessous. Toutes les têtes se tournèrent. La porte d'entrée s'ouvrit soudainement. Caleb Ward sortit. Il se tenait sur le porche, resserrant son manteau autour de ses épaules, alors qu'il regardait le groupe rassemblé sur la colline. Pendant plusieurs secondes, personne ne bougea. Caleb avait l'air en bonne santé, pas gelé, pas faible. Son visage avait une couleur normale, son souffle était régulier dans l'air froid. Cette vue laissa tout le groupe bouche bée. Ils venaient de traverser une ville où des hommes avaient failli geler dans leur propre maison. Pourtant, voici Caleb Ward sortant de ce qui semblait être le pire abri de la vallée. Caleb leva les yeux vers eux. « Eh bien, » appela-t-il calmement, « vous comptez rester là-haut toute la matinée, les gars? » Les hommes descendirent lentement la pente. En s'approchant de la cabane, une étrange sensation les atteignit. De l'air chaud, il s'échappait faiblement de la porte ouverte. Dans le froid brutal de la vallée, cette chaleur semblait presque irréelle, comme le souffle d'une créature cachée sous la terre. Hank Mercer s'arrêta sur le pas de la porte et regarda Caleb. « Tu veux me dire, » dit-il lentement, « que tu as passé toute la tempête ici? » Caleb eut un petit sourire.
Si vous voulez comprendre comment j'ai survécu, dit-il, vous feriez mieux de venir jeter un œil. À l'intérieur de la cabane, Caleb traversa le plancher grinçant et ouvrit la trappe sous le tapis. Une échelle en bois descendait dans l'obscurité. Le shérif Harper s'avança le premier. Il descendit prudemment l'échelle. Au moment où ses bottes touchèrent le sol en dessous, il s'arrêta. Il cligna des yeux, car la première chose qu'il remarqua n'était pas l'obscurité. C'était la température. L'air sous terre était nettement plus chaud qu'à l'extérieur. Pas chaud, juste confortable. Le shérif Harper regarda la chambre avec étonnement. « Eh bien, j'en serai damné, murmura-t-il. Un par un, les autres descendirent l'échelle. Chaque homme marqua une pause en arrivant en bas. En quelques secondes, ils purent tous le sentir. La tempête avait disparu. À seulement quelques pieds sous terre, l'hiver sauvage qui faisait rage au-dessus semblait avoir perdu tout son pouvoir. La pièce souterraine était plus grande que ce à quoi il s'attendait. Le plafond était assez haut pour qu'un homme puisse se tenir debout confortablement. Des poutres de soutien en bois maintenaient la terre en place à des intervalles précis. Les murs étaient lisses et solides. Dans le coin, un petit poêle en fonte brûlait tranquillement. La flamme à l'intérieur était modeste, presque douce. Pourtant, toute la chambre semblait chaude. Pas de vent, pas de givre, pas de bruit de la tempête, juste le calme. Plusieurs hommes traversèrent lentement la pièce, posant leurs mains contre les murs. Le sol tassé semblait frais, mais pas froid, rien à voir avec les murs en bois gelé de leur maison en surface. Le shérif Harper se retourna lentement sur lui-même. « Tu as vécu ici? » demanda-t-il. Caleb hocha la tête. « Depuis le début de la tempête. » Le shérif secoua lentement la tête. « Je n'ai jamais rien vu de tel. » Caleb se dirigea vers la table en bois et prit le carnet usé qui s'y trouvait. « C'était à Daniel, » dit-il. Il l'ouvrit avec soin et étala plusieurs pages sur la table. Les hommes se rassemblèrent. Les dessins étaient simples mais clairs. Des lignes montraient le tunnel principal sous la cabane. Un autre passage montait vers la colline. Un puits étroit marquait le tuyau de ventilation qu'il venait de voir à l'extérieur. Caleb montra le schéma du doigt. « L'air circule par ici, » expliqua-t-il. L'air chaud monte et s'échappe par le puits de pierre sur la colline, ce qui aspire l'air plus frais par l'entrée de la cabane. Les hommes étudièrent les dessins en silence. Caleb tourna une autre page. Les notes de Daniel remplissaient les marges. « La température sous terre reste presque la même toute l'année, » dit Caleb. « Peu importe que ce soit l'été ou l'hiver le plus froid. » Il tapota la page. Daniel a compris que si l'on construisait une maison à l'intérieur de la terre au lieu de la combattre, on n'aurait pas à se battre contre le froid du tout. Pendant plusieurs secondes, personne ne parla. Puis Hank Mercer s'avança lentement. Il passa sa main le long du mur de terre tassé à côté de lui. Dans son esprit, il pouvait voir sa propre maison pendant la tempête. Les murs gelés, le vent hurlant, sa famille blottie près du feu. Et maintenant, il se tenait dans un endroit où l'hiver avait à peine touché. Hank baissa la main. « Daniel avait raison, » dit-il doucement. Personne ne rit. Personne ne discuta, car il se tenait à l'intérieur de la preuve. Au moment où le printemps arriva, l'histoire de la maison souterraine de Caleb s'était répandue dans toute la vallée. Au début, les gens venaient simplement pour la voir. Puis, ils commencèrent à poser des questions. « À quelle profondeur as-tu creusé? Quelle doit être l'épaisseur du toit? Et le puits de ventilation? » Même Hank Mercer revint plusieurs fois. L'homme qui s'était autrefois moqué de Daniel étudiait maintenant attentivement la conception souterraine. Avec sa connaissance de la menuiserie et de la construction, il aida à améliorer plusieurs parties du système, renforçant les supports de tunnels, consolidant les entrées et construisant des puits de ventilation en pierre plus robustes. L'été suivant, Silver Creek commença à changer. Au lieu de construire chaque maison en surface, de nombreuses familles commencèrent à creuser des maisons dans les flancs des collines. Ces nouvelles maisons n'étaient pas des grottes sombres. C'étaient des abris chauds et stables, protégés par la terre elle-même. Elles nécessitaient beaucoup moins de bois de chauffage et restaient confortables même lorsque l'hiver revenait. Pendant tout ce temps, Caleb ne reconstruisit jamais la cabane en surface. Il continua à vivre exactement là où Daniel l'avait prévu. La cabane resta une simple structure, à peine plus qu'une couverture pour l'échelle menant à la terre. La vraie maison était en dessous. Pour Caleb, cette chambre souterraine était plus qu'un abri. C'était l'héritage de son frère. Des années passèrent après l'hiver qui faillit ensevelir Silver Creek.
Le temps adoucit le souvenir de la tempête, mais il ne l'effaça jamais. Les gens de la vallée parlaient encore de l'hiver de 1887 à voix basse lorsque les nuits se rafraîchissaient et que le vent commençait à descendre des montagnes. Les éleveurs plus âgés s'arrêtaient dans leurs récits, fixant leurs tasses de café ou les collines lointaines, comme s'ils pouvaient encore entendre le bruit de ce vent déchirant la vallée. Ils se souvenaient des fenêtres gelées, des granges qui s'effondraient et des longues nuits passées à alimenter des feux mourants. Même ils se souvenaient aussi d'autres choses. Ils se souvenaient de l'homme qui avait survécu à la tempête dans un endroit où personne d'autre n'aurait pensé vivre. Après cet hiver, Silver Creek ne fut plus jamais la même ville. Au début, le changement fut lent. Quelques familles qui avaient failli geler dans leur cabane pendant la tempête commencèrent à expérimenter avec de petites caves à légumes sous leur maison. Au début, ces pièces souterraines étaient simples, à peine plus que des espaces de rangement creusés dans la terre. Mais l'hiver suivant, ces mêmes familles remarquèrent quelque chose. La température à l'intérieur de la terre restait stable. Le vent ne pouvait pas atteindre à travers le sol et la pierre. La neige s'accumulait au-dessus d'eux, mais les pièces en dessous restaient calmes et stables. Petit à petit, l'idée commença à se répandre. Plus de familles creusèrent plus profondément. Plus de tunnels apparurent sous les collines entourant la vallée. Et à chaque hiver qui passait, les gens découvraient la même vérité que Daniel Ward avait autrefois tenté d'expliquer. La terre elle-même pouvait être un abri. Des années plus tard, si quelqu'un grimpait sur la crête surplombant Silver Creek et regardait la vallée, il verrait une ville qui semblait ordinaire au premier abord. Des cabanes en bois se dressaient encore éparpillées sur le terrain. La fumée s'élevait encore des cheminées pendant les mois les plus froids. Les chevaux se déplaçaient encore lentement entre les granges et les enclos, mais les cabanes n'étaient plus les vraies maisons. Elles n'étaient que des entrées. Sous les collines entourant la vallée, des espaces souterrains entiers avaient été creusés dans la terre. Les familles creusaient des pièces sous leurs cabanes, des chambres, des garde-manger, des cuisines et parfois même de petits espaces de rassemblement où les voisins pouvaient se rendre visite pendant les longs hivers. Les tunnels reliant ces pièces étaient renforcés par d'épaisses poutres en bois ou des pierres soigneusement empilées. Des puits de ventilation en pierre ajustées s'élevaient au-dessus des collines comme de petites tours de pierre. Les matins froids d'hiver, de minces rubans de fumée s'échappaient doucement de ces cheminées étroites. De loin, on aurait presque dit que la vallée elle-même respirait sous la neige. Les habitants de Silver Creek devinrent de meilleurs constructeurs souterrains d'année en année. Ce qui avait commencé comme de simples abris évolua progressivement en maisons bien conçues. Certaines familles étendirent leurs tunnels en de véritables réseaux de pièces connectées. Les murs étaient renforcés de pierre, les plafonds soutenus par de lourdes poutres en bois, et les systèmes de ventilation suivaient les principes exacts que Daniel avait dessinés dans son vieux carnet. Les changements étaient remarquables. En hiver, les familles avaient besoin de beaucoup moins de bois de chauffage. Les températures à l'intérieur des maisons souterraines restaient stables, même lorsque le vent hurlait à travers la vallée. Les blizzards qui menaçaient autrefois de détruire les maisons devinrent à peine plus que des tempêtes lointaines, faisant rage bien au-dessus de la terre. Silver Creek se transforma lentement en quelque chose de complètement différent des autres villes de montagne dispersées à travers le Wyoming. Les visiteurs remarquèrent immédiatement la différence. Les marchands ambulants ou les nouveaux colons de passage dans la vallée trouvaient souvent l'endroit déroutant au début. De l'extérieur, Silver Creek semblait petite et calme, presque banale. Mais une fois qu'un voyageur entrait dans l'une des cabanes, le mystère se révélait. Dans de nombreuses maisons, une trappe dans le sol s'ouvrait pour révéler une échelle en bois descendant dans la terre. En bas de cette échelle attendaient des pièces souterraines chaudes, remplies de lumière, de nourriture et du confort calme d'un air stable. De nombreux voyageurs regardaient avec incrédulité. « Vous voulez dire que toute la ville vit là-dessous ?» demanda un jour un marchand. Un éleveur rit. La plupart de l'hiver, oui. Certains visiteurs commencèrent à donner à Silver Creek des noms inhabituels. La vallée souterraine, la ville sous les collines. Et tôt ou tard, chaque visiteur posait la même question. Qui a eu cette idée? La réponse était toujours la même. Daniel Ward. L'histoire était racontée encore et encore autour des tables de cuisine, dans les granges et près des feux d'hiver. Les jeunes parlaient d'un homme silencieux qui avait autrefois vécu seul au bord de la vallée.
Un homme qui avait passé des années à creuser dans la terre pendant que le reste de la ville se moquait de lui. Il se souvenait à quel point il avait semblé étrange. Comment il achetait des outils et du bois sans expliquer ce qu'il construisait. Comment les gens avaient chuchoté qu'il était devenu fou de solitude. Mais l'histoire ne se terminait jamais par ses souvenirs. Elle se terminait toujours par la tempête. L'hiver où la vallée faillit geler. L'hiver où Caleb Ward survécut sous terre dans une maison que personne ne croyait possible. Et comment, après la tempête, toute la ville descendit cette échelle et vit la vérité par elle-même. Avec le temps, le nom de Daniel Ward changea lentement dans la façon dont les gens le prononçaient. Il n'était plus l'homme étrange qui creusait des trous dans la terre. Il devint quelque chose de plus proche d'une légende. Les enfants qui grandissaient à Silver Creek entendaient souvent l'histoire avant d'être assez grands pour en comprendre toute la signification. Leurs parents leur parlaient de l'homme qui écoutait la terre pendant que tout le monde riait. Ils expliquaient comment l'obstination silencieuse d'un seul homme avait changé la façon dont toute une vallée survivait à l'hiver. Pourtant, malgré tous les changements qui se produisaient autour de Silver Creek, une chose ne changea jamais. Caleb Ward ne quitta jamais la cabane d'origine. La petite structure en bois se tenait toujours sur la colline au bord de la vallée. Les planches étaient vieilles et le toit avait été réparé de nombreuses fois au fil des ans, mais la cabane restait assez solide pour résister au vent. En dessous, la première chambre souterraine que Daniel avait creusée dans la terre restait exactement là où elle avait toujours été. Caleb y vécut pendant de nombreuses années. Parfois, il réparait une poutre ou remplaçait une section de bois dans les tunnels. Parfois, il agrandissait légèrement la pièce de rangement ou améliorait le puits de ventilation. Mais il ne transforma jamais l'endroit en quelque chose de plus grandiose. Pour Caleb, cette pièce souterraine était plus qu'un abri. C'était le début d'une idée que son frère n'avait pas vécu assez longtemps pour voir accepter. Le carnet que Daniel avait laissé derrière lui devint presque aussi important que la chambre elle-même. Caleb le gardait soigneusement enveloppé dans un tissu pour protéger les pages vieillissantes. Au fil des ans, des dizaines de personnes vinrent l'étudier. Les pages étaient remplies de croquis simples et de notes écrites de la main soignée de Daniel. Elles montraient comment creuser des tunnels stables, où placer les poutres de soutien, comment construire et truire des puits de ventilation qui permettaient à l'air de circuler naturellement dans les pièces souterraines. Ces schémas, dessinés par un homme autrefois qualifié de fou, devinrent la base des maisons désormais dispersées sous les collines de Silver Creek. Les gens disaient souvent que le carnet avait appris à la vallée comment survivre. Des années plus tard, un autre hiver rigoureux arriva. Le ciel s'assombrit sur les montagnes et le vent revint avec un hurlement familier. La neige tomba abondamment pendant plusieurs jours, dérivant à travers la vallée, un peu comme lors de la terrible tempête des décennies plus tôt. Mais cette fois, la ville réagit différemment. Personne ne paniqua. Personne ne se précipita pour empiler des montagnes de bois de chauffage. Au lieu de cela, alors que la tempête prenait de la force, les familles descendirent calmement dans les pièces souterraines sous leur maison. Les trappes se fermèrent, les échelles grincèrent et la vie continua sous la terre. En surface, le vent rugit sur les collines et la neige s'accumula contre les cabanes. Mais sous terre, l'air resta stable et chaud. Les enfants jouèrent tranquillement dans les tunnels. Des marmites mijotaient sur des poêles en fonte. Les familles parlaient et riaient comme si la tempête au-dessus n'existait presque pas. Quand le blizzard passa enfin, Silver Creek en sortit presque intact. La vallée avait appris quelque chose d'important. Daniel Ward n'avait pas simplement eu raison une fois. Il avait découvert une meilleure façon de vivre dans une terre gouvernée par des hivers brutaux. Les matins d'hiver tranquilles, si quelqu'un se tenait sur la crête au-dessus de Silver Creek et regardait vers la vallée, il verrait un spectacle inhabituel. À travers les collines enneigées, de petites cheminées de pierre s'élevaient de la terre. De chacune d'elles s'échappaient de minces filets de fumée s'enroulant dans l'air froid du matin. Ces faibles traînées de fumée étaient la preuve que la vie continuait sous le sol. Quiconque connaissait l'histoire de la vallée comprenait exactement où cette vie avait commencé, avec un seul homme. Un homme qui creusait dans la terre pendant que tout le monde construisait des maisons au-dessus. Un homme qui croyait que la terre elle-même pouvait être un partenaire plutôt qu'un ennemi. Et grâce à lui, les habitants de Silver Creek apprirent finalement une vérité simple. Parfois, la meilleure façon de survivre dans un monde hostile est d'écouter attentivement le sol sous vos pieds. Merci beaucoup d'avoir regardé et passé votre temps avec cette histoire.
Si vous l'avez apprécié et souhaitez entendre d'autres histoires inspirantes comme celle-ci, veuillez envisager de vous abonner à la chaîne. Votre soutien nous aide à continuer de partager de nouvelles histoires chaque semaine. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner.